La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve, Et Max Arméard et heureux de vous retrouver. Merci et merci également, heureux de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, d'ActuJ désormais. Alexis, le pape François est donc mort ce matin. Après un pontificat de 12 ans, Jorge Mario Bergoglio avait 88 ans et sera mis en bière ce soir à 20h. Que retenez-vous Alexis de l'action du premier pape sud-américain de l'histoire de l'Église? Il y a évidemment beaucoup de choses à retenir. On peut commencer d'ailleurs par les aspects probablement les moins critiquables. Vous savez qu'il se rattache à ce qu'on appelle la théologie de la libération. Le cardinal Bergoglio, qui est un Argentin d'origine italienne, il venait de cette matrice-là. Qu'est-ce que la théologie de la libération? C'est un mouvement progressiste de l'Église catholique qui a essaimé dans toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, disons au sens large, y compris même les Antilles, Cuba, etc. Et qui misait justement sur l'idée que l'Église devait accompagner les plus pauvres, les plus modestes, les opprimés de tous les pays. Ça a des résonances bien sûr dans les gauches sud-américaines, vous vous en doutez bien, il vient de là. Et à ce titre, il a mené contre les droites identitaires européennes, une croisade en faveur des migranti, comme il disait dans son italien, puisqu'il parlait aussi bien l'italien que l'espagnol argentin. Les migranti, c'est-à-dire effectivement nécessité pour une civilisation comme l'Europe de continuer à ouvrir ses portes, pas évidemment sans restriction, mais à certains migrants qui le méritent. Donc ça fait partie des engagements publics qu'a eu cet homme de foi, qui par ailleurs évidemment n'était pas seulement un intellectuel engagé dans la cité, qui était aussi quelqu'un qui a représenté l'Église apostolique et romaine pendant, vous le rappeliez, 12 Mais sur ans. ces points, Alexis, c'était un pape très politique. On peut dire que c'était un pape politique, aux grandes dames d'ailleurs de certains, et je me souviens d'ailleurs de propos assez désobligeants de catholiques de droite ou de droite dure dans le champ, on va dire, de la réflexion politique française, dans les colonnes du Figaro notamment, qui avaient, si vous voulez, tensé la façon éthique, morale, dont se réclamant de l'humanisme chrétien, il défendait les migrants contre certains discours qui prolifèrent aujourd'hui et qui souhaiteraient que l'Europe redevienne à 100% une citadelle fermée à toute forme d'intrusion de citoyens qui pourtant pour certains le méritent, venant notamment du continent africain. Et on peut imaginer un virage à l'avenir mené par le prochain pape, même si on ne connaît pas encore son identité, mais ce sera un des points qui sera suivi, Alexis. Je préfère pas jouer les papologues ou les vaticanologues, je ne connais pas assez bien le sujet. Ce que je constate, comme vous, c'est qu'il y a souvent une sorte d'alternance. C'est-à-dire nous avons eu des figures qui étaient d'ailleurs, lui c'était un authentique intellectuel, un philosophe. Conservateur. Le cardinal Ratzinger, voilà, qui incarnait plutôt une forme de conservatisme allemand. J'ai bien dit conservatisme. Il n'était pas identitaire au sens du Rassemblement national ou de l'AfD, évidemment, mais il était conservateur. Et donc effectivement, Benoît XVI, puisqu'il est devenu le pape Benoît XVI, incarnait plutôt cette ligne conservatrice de l'Église catholique qui existe aujourd'hui, et qui d'ailleurs peut-être a le vent en poupe par certains côtés. C'est cette ligne qui pourrait revenir en avant cette fois. Je n'en sais rien, je ne veux pas me prononcer trop vite. Mais vous savez, il y a toujours aussi l'idée d'un certain nombre de personnes dans la curie romaine de faire nommer un pape qui représenterait l'Afrique. Alors, il se trouve qu'il y en a un qui est Monseigneur Sarah, qui lui est à la droite de la droite. Monseigneur Sarah, c'est d'ailleurs une des options. C'est la une de Paris Match il y a quelques temps. C'est une des options que Vincent Bolloré d'ailleurs défend. Alors, je ne crois pas que Vincent Bolloré, il a beaucoup d'influence, mais je ne crois pas qu'il ait d'influence dans la curie romaine. Mais effectivement, Monseigneur Sarah, il représente cela. Et donc, il n'a peut-être, je n'en sais rien, il n'a peut-être pas dit son dernier mot, car il représente à la fois l'ultraconservatisme d'une Église catholique retrempée dans ses traditions et l'Afrique. Alexis, pour sa dernière intervention publique, hier, le pape avait dénoncé une nouvelle fois la situation humanitaire dramatique à Gaza. C'était ses mots. Il avait appelé à la fois au cessez-le-feu et à la libération des otages retenus par le Hamas. Il avait multiplié d'ailleurs les sorties polémiques ces derniers mois sur le sujet, sorties polémiques sur le conflit israélo-palestinien, affirmant notamment l'automne dernier qu'il fallait enquêter pour déterminer si Israël commettait un génocide à Gaza. Israël avait vivement réagi à ce moment-là. À juste titre, parce que le mot employé à l'époque par le souverain pontife n'était pas acceptable. C'est une rhétorique. Dès qu'on entre dans cette rhétorique du génocide, on sort de la critique politique qui peut être entendable, voyez, et qui est d'ailleurs pratiquée en Israël même par des pans entiers de la gauche ou du centre, contre la manière dont sont menées les interventions. C'était une manière aussi de donner du crédit à cette accusation ? Alors, en appelant à l'ouverture d'une enquête. En tout cas, le pape François Bergoglio, quand il parlait comme cela, effectivement crédibilisait l'accusation répandue dans des extrêmes gauches européennes notamment, mais aussi sud-américaines, mais surtout
il sortait du champ de la critique légitime de toute intervention étatique, quelle qu'elle soit, que ce soit l'État d'Israël ou un autre État. On a le droit de poser des questions sur la manière dont une intervention est menée. Et on a évidemment le droit, et la gauche israélienne le fait, de poser des questions sur la manière dont, depuis le 7 octobre 2023, Benjamin Netanyahou et ses équipes conçoivent la riposte nécessaire d'Israël. Mais là, c'était pas ça. C'était reprendre le mot, le lexique infamant qui vise, vous le savez très bien, subliminalement à tracer un signe d'équivalence entre la riposte israélienne dans la bande de Gaza et les grands phénomènes de massacres de populations de masse qui ont émaillé, vous le savez bien, le XXe siècle, tristement depuis les Arméniens jusqu'aux Cambodgiens, en passant naturellement par la Shoah. Donc ça n'était pas acceptable. Et par ailleurs, alors, puisque vous m'attirez dans le champ du commentaire politique le concernant, même si son œuvre n'est pas réductible à la politique, je pense qu'il était, en raison de ce que je vous ai dit au début, un représentant assez fidèle dans l'épure de ce qu'on pourrait appeler le palestino-progressisme. Vous voyez, justement, à ce propos, Alexis, je vous cède la parole, on peut rappeler l'épisode de Jésus en kéfier. Une crèche représentant l'enfant Jésus enveloppé dans un kéfier palestinien avait été inaugurée par le pape François lui-même au Vatican. C'était le 7 décembre dernier. Ça avait beaucoup été commenté. On peut parler d'un pape pro-palestinien ? Oui, et ce qui est gênant, c'est pas d'être pro-palestinien, on a le droit d'être pro-palestinien, c'est l'angélisation christique de la cause palestinienne qui pouvait s'accompagner sur le plan, pas forcément des déclarations en tant que telles, j'ai regardé, mais sur le plan de la gestuelle, vous voyez, sur de la symbolique, donc. Exactement, de la mise en scène symbolique. Or, vous savez bien qu'aujourd'hui, à l'heure de la communication instantanée et planétaire, un grand responsable public, quel qu'il soit, il doit, c'est logique, nous sommes sur des scènes qui ne sont pas seulement des scènes verbales, mais qui sont aussi des scènes non verbales. Donc il doit faire très attention aux connotations qui peuvent s'attacher à un certain nombre de ces gestes publics. Et là, en l'occurrence, avec tout le respect qu'on lui doit, par ailleurs, c'était le souverain pontife, mais je crois que le pape a commis sur ce terrain-là de nombreuses et fortes et dommageables imprudences qui, encore une fois, témoignent du fait qu'il y avait sans doute pour lui, à tort ou à raison, une centralité de la cause palestinienne dans notre monde d'aujourd'hui, au détriment, bien sûr, d'autres opprimés, et souvent d'autres opprimés bien plus gravement opprimés. Et dans le même temps, comme une forme de corollaire, Alexis, le pape s'exprimait souvent sur la montée de la haine anti-juive. Hier encore, il a mis en garde contre le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier. C'était ses mots. En février, il avait déjà souligné le refus de toute forme d'anti-judaïsme et d'antisémitisme de l'Église catholique. On a vu plusieurs représentants de communautés juives ou d'institutions juives dans le monde mettre en avant cette action du pape contre l'antisémitisme. C'est deux volets différents et complémentaires de ses prises de parole et de son action. Complémentaires, dans une forme de en même temps à la pape François, qui n'est pas incompatible d'ailleurs, sauf que si on va très loin dans les accusations contre Israël, comme on l'a vu, par définition, on entre en collision avec la nécessaire vigilance contre l'antisémitisme. Mais sur le fond, pour vous répondre, effectivement, il ne faut pas diaboliser un personnage, il faut être équitable, il faut être fair. C'est difficile aujourd'hui, les médias nous poussent à être toujours caricaturaux. Ne soyons pas caricaturaux. Effectivement, François, moi j'avais lu notamment ses textes, vous voyez, certains de ses textes sur le dialogue interreligieux. Il était profondément attaché au dialogue avec le judaïsme. En ce sens, d'ailleurs, vous le savez bien, Steve, il s'inscrivait dans la droite ligne de l'œuvre accomplie depuis Vatican II et le passage, vous le savez, vous connaissez ça par cœur, que Jules Isaac avait théorisé à son époque avec le pape, en l'occurrence c'était Jean XXIII, le passage de l'enseignement du mépris des catholiques pour les juifs, à l'enseignement de l'estime. Et donc François inscrivait sa réflexion contre l'antisémitisme dans la fidélité, la filiation de cet enseignement de l'estime. Il était, je pense, sur ce plan-là, parfaitement sincère. Mais vous voyez bien qu'à un moment, il faut accorder ses violons, si j'ose dire, avec soi-même. Si vous êtes contre l'antijudaïsme, et il l'était à 100% sans aucune ambiguïté, vous ne pouvez pas reprendre à votre compte, même ponctuellement, les mots mêmes de ceux qui, satanisant Israël, pratiquent la nouvelle forme d'antisémitisme. Tout autre sujet maintenant, et pour terminer, Alexis, l'opération Séduction lancée par Emmanuel Macron à l'égard des scientifiques du monde entier, notamment américains. Une grande réunion se tiendra à Paris le 5 mai prochain autour de la
la grande communauté de la recherche. Ce sont les mots de l'Élysée, du président de la République. Jeudi, une plateforme baptisée Choose Friends for Science a été lancée par le gouvernement. Le président la présente comme, Alexis, une première étape pour préparer l'accueil des chercheurs internationaux. Est-ce que la France est capable d'accueillir les chercheurs, en particulier américains, puisque c'est le grand enjeu de cette bataille de l'intelligence, chercheurs qui seraient tentés de quitter leur pays après les premiers choix politiques et très contestés de Donald Trump? Alors, je vais aller vite. Votre lancement, évidemment, dit tout. C'est parfait. Effectivement, on n'est pas sûr que la France soit capable, je veux dire, en termes logistiques, puis peut-être aussi en termes financiers. Mais là, c'est pareil. Alors qu'on parle de coupes drastiques, par ailleurs, dans les vous budgets savez, d'État. là, c'est pareil. La fonction crée l'organe. Les circonstances créent la possibilité, voyez, de sauter l'obstacle. Et donc, nous sommes dans quelles circonstances? L'axe Trump-Poutine. La réaction la plus crasse à la tête des États-Unis, disons-le clairement, Jill Evans, qui déclare... Vice-président. Oui, qui déclare une guerre systémique, j'ai regardé son livre, qui déclare une guerre systémique à la recherche américaine, aux grandes universités de gauche, comme il dit. Bon, voilà, très bien, ok. Donc, nous sommes dans ce contexte-là. De ce point de vue-là, Macron joue son rôle. Il y aura d'autres pays européens qui le feront. D'ailleurs, le ministre de la Recherche l'a dit, c'est au niveau européen. Évidemment, vous aurez un grand pays comme l'Allemagne qui a encore des capacités d'investissement grâce à Friedrich Merz qui va jouer son rôle. Mais sur ce plan-là, là encore, vous voyez, moi je ne suis pas l'avocat comme d'office de Macron, mais il a raison. Il a raison de jouer cette carte. Maintenant, il se pose une question. Nous avions un contexte au XXe siècle où, à 2 reprises, ce furent les campus américains qui furent le havre de chercheurs européens persécutés. Les Autrichiens et les Allemands, comme vous le savez, pendant les années 30 et la montée du nazisme et la déliquescence de la République de Weimar, Einstein, Hannah Arendt. Voilà, s'il faut citer des grands noms, Albert Einstein en physique, Hannah Arendt en philosophie et en sciences humaines, qui furent donc recueillis à un haut niveau dans des universités américaines. Et d'ailleurs, vous pouvez penser que la bombe atomique elle-même aux États-Unis, elle provient de cet apport juif allemand, qui sans elle, à mon avis, ça aurait été différé. Mais au fond, et puis après, ça a été pendant la guerre froide, les communistes, si vous voulez, persécutaient les chercheurs, notamment en Russie, mais aussi dans tous les pays satellites. Et donc, les universités américaines ouvraient grand leurs portes aux dissidents, comme on les appelait alors. Aujourd'hui, c'est au fond l'inverse. On a l'impression que le nouveau monde devient, sur le plan scientifique, académique, un bastion de la réaction anti-savoir. Je le dirais avec mes mots, de l'anti-intellectualisme systémique. Et donc, dans ce contexte-là, qui est aussi en arrière-plan le contexte de la bataille de l'intelligence artificielle, vous l'avez bien compris, il y a une carte à jouer pour l'Europe. Et notamment pour ce noyau carolingien. Beaucoup pensaient, on les entendait, ils disaient c'est fini, la France, l'Allemagne, c'est fini, le Benelux. Il y a un coup à jouer pour le duo franco-allemand. La France, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, c'est évident. Merci. Et donc je crois que l'initiative de Macron, si on l'interprète en termes macro-politiques, elle s'inscrit évidemment dans le désir de jouer ce coup-là, Steve. Merci Alexis Lacroix. À demain. Merci beaucoup. Bon après-midi.